Alors, quand je donne une conférence, j'ai plutôt l'habitude de partager des cartes de câbles sous-marins ou des schémas techniques. Mais aujourd'hui, l'exercice est un peu différent et j'ai donc choisi de commencer par vous raconter une histoire. Il y a un peu plus d'un an, je me suis réveillée à Johannesburg avec la gorge en feu, la voix rauque. J'avais a priori pas de fièvre, pas d'angine, et il a fallu quand même le deuxième café du matin pour que je réalise que le problème venait de l'air que je respirais. Donc, réflexe, j'ouvre la fenêtre de la chambre, mais c'était vraiment une très mauvaise idée. Dehors, c'était encore pire. Ça faisait quand même 2 semaines que j'étais à Johannesburg et c'était la première fois que l'air était aussi lourd. Alors mon réflexe a été du coup de regarder les informations locales pour voir s'il n'y avait pas eu un incendie ou une explosion d'usine à proximité, mais bon, rien. Il était déjà 9 heures, donc je suis descendue au parking où m'attendait un chauffeur. Il se trouve que ce jour-là, j'avais prévu une journée en fait de visite de sites de centres de données, de sites d'implantation de centres de données. Et alors petite parenthèse, du coup, quand vous allez en fait à Johannesburg pour faire ce type de visite, on vous conseille de plutôt prendre un VTC qu'un taxi, pour des raisons de sécurité. Pour la simple et bonne raison que l'application vous permet de traquer l'itinéraire. À Paris, on a plutôt tendance à vous recommander le taxi. Bon, 2 villes, 2 visions du risque, mais au final un même réflexe, confier son trajet à une plateforme sous couvert d'arguments sécuritaires. Enfin bref. En discutant avec le chauffeur, j'ai enfin compris d'où venait l'air toxique qui m'avait réveillée et surprise comme ça le matin. Il se trouve qu'au sud de Johannesburg, il y a le Vaal Triangle. C'est un bassin industriel où la sidérurgie et la pétrochimie se côtoient dans une zone où le climat et le relief concentrent la pollution pendant la saison froide. La scierie d'ArcelorMittal, les complexes de Sasol, les centrales électriques génèrent une pollution qui se mélange à celle du trafic routier et qui fait finalement de cette zone, certains jours, l'une des plus polluées du pays. Donc la production d'acier, d'ailleurs, ce jour-là, tournait à plein régime, donc la scierie d'ArcelorMittal. Y avait-il un lien avec la guerre en Ukraine ou celle de Gaza? Certainement. Après tout, nous vivons dans un monde où des guerres démarrées à des milliers de kilomètres ont des conséquences jusque dans des territoires qui ne sont absolument pour rien. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais à Johannesburg, pour examiner les liens qui existent entre des événements lointains et des réalités locales. Un phénomène en fait hérité de la mondialisation, clairement. Je suis chercheuse en géopolitique du numérique et je m'intéresse à un autre phénomène global qui a des conséquences partout dans le monde et qu'on a nommé la transformation numérique. Celle-ci repose sur un modèle qui concentre richesse et cœur technologique auprès de quelques-uns et dont la valeur est rendue possible par l'exploitation des ailleurs, par l'exploitation d'autrui. Donc me voilà à Johannesburg, où les multinationales du numérique, les géants du cloud s'installent. Vous avez Microsoft, Amazon, Google, Huawei. L'Afrique du Sud accueille de plus en plus de centres de données censés porter la transformation numérique du continent africain. Elle joue le rôle de point de passage entre le continent et des technologies développées, conçues ailleurs. Mais qui dit centre de données dit réseau électrique. Et dans un pays où les hubs numériques côtoient des zones qui ne sont pas connectées au réseau électrique, le contraste est saisissant entre d'un côté les promesses d'une Afrique numérique et les réalités locales, les réalités sur le terrain. Avec cette question qui revient sans cesse, comment expliquer cette accélération de l'implantation des centres de données dans un pays qui a de plus en plus d'avaries et de coupures d'électricité? Du coup, dans la même ville, on a des hubs numériques d'un côté, et puis de l'autre, des foyers qui bricolent d'une certaine manière pour avoir de l'électricité. D'ailleurs, à ce moment-là, on passe à côté de quartiers où on peut observer des poteaux avec des câbles emmêlés, qui sont des installations illégales.
Et je me rappelle que quelques jours plus tôt, le ministre sud-africain de l'énergie avait parlé de ces branchements illégaux en utilisant le mot izinyoka. Izinyoka, c'est un mot zoulou qui signifie serpent. Il est utilisé pour désigner les personnes qui installent ces câbles, ces branchements illégaux, mais aussi pour décrire la forme des câbles posés au sol, qui serpentent d'une zone connectée au réseau à une autre qui ne l'est pas. Donc voilà. Finalement, en somme, on a des centres économiques dans lesquels certains fantasment à la machine à café sur des modèles d'IA toujours plus performants, et de l'autre, du coup, des foyers qui n'ont pas d'accès à l'électricité. Et finalement, on se pose cette question. À côté de ces fantasmes numériques, quel accès aux ressources est garanti aux autres? Alors cette histoire ne démarre pas avec le numérique, avec le cloud, avec l'intelligence artificielle. L'histoire du numérique, finalement, est une continuité de la révolution industrielle. D'ailleurs, elle prolonge les circuits d'exploitation coloniale. Prenons un exemple, celui de la République démocratique du Congo, qui est un exemple relativement connu, normalement. L'uranium de Shin-Kolobwe, dans l'ancien Congo belge, a servi à l'époque aux études de Marie Curie, puis au projet Manhattan et à la bombe H. Mais cette histoire minière a aussi rendu possible aujourd'hui, dans la même région, l'exploitation du cobalt, qui sert dans les batteries de nos smartphones, dans nos ordinateurs et dans les systèmes d'alimentation des centres de données. Même chose pour le lithium chilien ou pour le nickel indonésien. Et c'est dans ces mines que des organisations internationales décrivent des conditions de travail dangereuses, une violation des droits humains, des écosystèmes ravagés et même le travail des enfants. L'évidence est là. Nos smartphones, nos ordinateurs, nos centres de données sont rendus possibles par l'exploitation des plus faibles. Dans cette histoire, le modèle technologique dominant, celui de la Big Tech, est l'outil, le messager, mais aussi et surtout l'aboutissement de l'impérialisme au XXIe siècle. Ce sont des empires, mais des empires informels, ce qui est assez pratique, parce qu'en fait, sous couvert de business et de liberté d'entreprendre, on leur laisse facilement le bénéfice du doute. Alors en Europe, on est très fiers de nos droits, de nos modèles sociaux. Mais quand on a interdit le travail des enfants à la fin du XIXe siècle, ou certaines industries dangereuses chez nous, en fait, on les a juste déplacées ailleurs, sur les enfants des autres. Je vois déjà à ce stade des levées de boucliers. Faut-il que l'Occident d'aujourd'hui porte le poids de son histoire coloniale et des effets de la mondialisation et de notre mode de vie? J'entends même de plus en plus de colère de la part de ceux qui me disent qu'ils en ont assez qu'on les culpabilise. Alors il y a ceux qui revendiquent une logique purement économique et qui dans leur esprit font une séparation très nette entre le fait de faire du business, de mettre en place du coup certaines formules industrielles, certains modes, certains choix industriels. Ils séparent cela des conséquences environnementales et sociales. Il y a ceux qui vont protéger, qui vont dire que finalement, protéger notre mode de vie, c'est aussi protéger la démocratie. Enfin, une certaine forme de démocratie libérale, bien sûr, contre un nouveau péril jaune, contre le nouvel empire qu'est la Chine, passant outre le fait que le productivisme chinois, finalement, poursuit aussi les mêmes fantasmes et reproduit les mêmes pratiques que l'industriel occidental. Et puis, au final, il y a aussi les plus extrémistes qui vont vous dire une remarque des plus insidieuses en fait. Ils vont vous dire que si les plus pauvres de ce monde veulent accéder à notre mode de vie, c'est qu'il n'est pas si terrible que ça. Alors, moi là-dedans,
Je ne suis pas en dehors de cette histoire, bien sûr. Par mes usages quotidiens, par mes choix techniques, je participe pleinement à ce système. Nous sommes des consommateurs de technologies cyniques, tout à fait conscients de ce qu'elles coûtent, mais incapables de nous en passer. Et pourtant, nous savons que chaque choix technologique est un acte politique. Choisir une application de VTC, c'est finalement valider un certain modèle de travail pour les chauffeurs, une certaine vision du risque social. Choisir un modèle d'intelligence artificielle, c'est accepter une façon de gouverner les données, une façon de représenter le monde. Et de manière générale, aujourd'hui, choisir une technologie numérique, c'est finalement soutenir un système qui concentre pouvoir et richesse aux mains de quelques-uns, tout en sachant que notre confort personnel se paye toujours quelque part au détriment de quelqu'un d'autre. Car choisir sa technologie, c'est choisir son monde, et c'est aussi choisir quelque part celui des autres. Nous le savons. Et ce qui nous rend cyniques aussi, c'est bien le sentiment d'impuissance. Alors, face à ce mal de l'époque, certains conseillent la fuite. Quitter les écrans, quitter la ville, revenir au travail manuel, cultiver son jardin. D'autres s'inventent psychologues des foules. Il faut vivre, faire l'amour, oublier les écrans pour ne pas sombrer. Il y a ceux qui s'accrochent à une vision passéiste, à une vision conservatrice, oubliant que ce passé qu'ils idéalisent n'était ni plus juste, ni plus soutenable à long terme. Enfin, il y a ceux qui assument leur cynisme et ils portent leurs paradoxes comme des médailles de résilience dans un monde dysfonctionnel. J'aurais pu, ce jour-là à Johannesburg, la gorge en feu, la voix coupée et presque les larmes aux yeux, décider de tout laisser tomber, de ne plus agir, laisser tomber et ne plus vouloir transmettre ce message, n'est-ce pas? Mais au contraire. Peut-être est-ce parce que je suis petite fille de révoltés, de ces grands-parents qui, à l'époque, ont quitté la dictature de Salazar. Et face au cynisme de mon époque, mon rempart est de résister. De résister par l'engagement. Et alors, l'engagement, c'est pas forcément militer pour un parti, ni tout quitter pour vivre en autarcie. C'est d'abord accepter de voir les choses telles qu'elles sont, de voir toutes les choses sur lesquelles notre confort de vie repose, mais de ne pas les accepter. C'est de ne pas choisir ni le cynisme, ni le fatalisme, qui sont deux postures de retrait qui nous protègent de tout, sauf de nous-mêmes. Enfin, c'est être en colère, mais véritablement en colère. Mais utiliser cette énergie, la diriger vers l'effort de comprendre et d'agir. Comprendre et agir. Et puis, finalement, il y a ce moment ici, avec vous. Car construire un récit, ça ne se fait pas seul. Ça se tisse à plusieurs voies. La vôtre, la mienne, pour changer les choses, étape par étape. Peut-être pas pour nous directement d'ailleurs, peut-être même pas de notre vivant au final. Mais en tout cas, aussi et surtout pour ceux qui n'ont pas les moyens d'agir ou d'être ici à discuter, à parler sur cette scène. Et j'espère sincèrement qu'en quittant cette salle ce soir, vous repartirez avec ce même désir de résistance et d'engagement chevillé au corps et au cœur. Et c'est peut-être de cette manière-là
que nous pouvons véritablement accueillir l'avenir, la tête haute. Merci à tous.